Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, édition sportive, parce que il s'en passe-tu des affaires dans le monde, surtout à Milan et à Cortina et dans les environs du nord de l'Italie où clairement les Jeux olympiques se poursuivent. Mais ici, bien au chaud, pas dehors forcément parce qu'il fait pas chaud, mais à Montréal, Alain McKenna avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Monsieur McKenna, et je trouve ça très très drôle quand j'ai lu un article de la presse sur les Jeux de Milan-Cortina. Ils disent que c'est un gros palais des congrès, cet endroit-là, que c'est un endroit où il y a le plus de centres de congrès en Europe. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ils disaient que les compétitions se faisaient dans des centres de congrès. Ils avaient fait une patinoire dans un centre des congrès. Et ça m'a fait penser au CES. Voilà. Je me dis que pendant que les Jeux se passent, il y a quand même d'autres expositions, d'autres congrès, d'autres trucs qui se passent. Et je me dis, mais bon sang, la capacité d'accueil de Milan-Cortina doit être à 200%. Il me semble que tu ne fais pas en même temps que le CES un événement, par exemple. Tu ne fais pas en même temps que les Jeux olympiques un événement. Et pourtant, il semble que ce n'est pas un problème. J'imagine qu'en Europe, il y a moins de gens qui ont besoin. Ils peuvent prendre un vol d'un jour, une nuit d'hôtel, faire l'événement. Peut-être. Versus les gens qui doivent se déplacer pour plusieurs jours pour l'événement. C'est assez flyé comme parallèle entre... Oui, effectivement. Mais Milan, c'est une ville très industrielle, on l'oublie, là, mais c'est pas l'Italie pittoresque. Il y a évidemment une grosse partie de la ville qui est très jolie, là, mais c'est quand même un endroit très, très actif, très industrialisé. Et très industriel au sens large du terme. Je n'y suis pas allé, alors je me fie à ton évaluation touristique. C'est un endroit où il y a beaucoup de voyageurs, et pour les gens qui voyagent, je vais faire un super lien, là, Pascal. Ça prend une bonne connexion cellulaire. Alors, on peut vous suggérer de consulter nos partenaires. Exactement, oui, voilà. Nos partenaires TELUS et Plan Hub, qu'on salue. En stéréo. Ça marche. Ça a 2 fois plus de poids. TELUS, Plan Hub, merci beaucoup de permettre cette balado-diffusion. Et c'est un autre épisode où on va parler de Google qui s'attaque au contenu nuisible. On va parler d'AirPods Pro avec des caméras à l'intérieur. C'est pas la première fois qu'on en parle. Je trouve ça très, très drôle. Toujours plein de rumeurs, on va oui. parler du masque de Samuel Montembeault. Et là, on tombe dans un domaine où j'ai aucune expertise. Samuel Montembeault, c'est un sportif, je pense. C'est un gardien de but du Canadien de Montréal. Je n'est présentement pas à Milan parce qu'il est en train de chiller chez lui. Ouais. Il est pas au jeu? Je pensais que c'était... Qui n'est pas il était peut-être le gardien des jeux. Ça, je le savais pas. Je savais c'était qui Montembeault. Galaxy S26, les rumeurs, les potins qui s'en viennent. On sait que le lancement approche. On va parler de TikTok qui nous espionne. Et là, les gens disent, je n'utilise pas TikTok, attachez votre truc avec de la broche. C'est pas une raison. Traceur pour bagages de prochaine génération. On a quelques modèles, y compris le nouveau AirTag. Amélioré. Exact. Semble-t-il. Grande révolution, effectivement. On va lancer nos espressos de tech. Il y a 2 choses que je voulais dire parce que j'ai oublié tout le temps et là, j'en ai un, je vais vous le dire. On vous parlait du livre « Payez moins pour vous déplacer n'importe où au Québec » dans les dernières semaines. Il ressemble à ça. Il est en librairie. Si vous voulez sauver des gros sous ces jours-ci, c'est quand même pas rien. Je viens de... les impôts s'en viennent. les gros montants vont quitter des comptes de banque et on peut se demander où sauver de l'argent. Je vous donne des conseils. Là, c'est des centaines de dollars par mois que vous pouvez sauver grâce à ce livre. Je disais en entrée de balado que c'est une édition sportive parce que cette semaine, officiellement, Motorola a lancé la version FIFA World Cup Edition 2026 de son Razr. Dans les mains. Téléphone aux couleurs, vous voyez très bien si vous regardez notre vidéo, aux couleurs donc de la Coupe du monde de soccer qui s'en vient cet été, un peu au Canada, beaucoup aux États-Unis et au Mexique. Et Motorola a voulu souligner l'événement en faisant, il y a le petit logo des jeux de la FIFA sur l'appareil. Il est aux couleurs vertes, là, 3 couleurs de l'événement de cette année. Et vous savez, Razr, c'est un téléphone, c'est une version évidemment du Razr Ultra, là, c'est le pliable, le flip. Et je vous en parle parce que les flips sont à la mode cette année. On va jusqu'à la fin de l'année en entendre parler, probablement jusqu'à ce qu'Apple lance son fameux iPhone flip, parce que c'est de moins en moins un fold et de plus en plus un flip. Cette semaine, c'était pour Motorola la semaine du unboxing de son téléphone version FIFA World Cup. Donc, je vous le présente. Il est là.
très élégant, une façon d'afficher vos couleurs, sinon même mécanique que le modèle régulier, dans le fond. Mais c'est un très joli téléphone qu'on apprend à apprécier. Le flip, c'est toujours agréable à avoir parce que ça se transporte très bien. Et c'est un téléphone Android complet, donc très fonctionnel. Et c'est sorti cette semaine. C'est le téléphone que j'utilise. Le Ultra, depuis son lancement, c'est le téléphone que j'utilise. Je trouve ça formidable d'avoir un petit téléphone dans sa poche et pas un gros truc de 6 pouces, presque 7 de diagonale. Ouais. OK, d'accord, ça sort mal ce que j'ai dit, mais avoir un petit truc dans sa poche, ça peut être agréable dans le contexte d'un téléphone. Ben, les téléphones flip, en tout cas, il y a quelque chose certainement à faire avec ça. Dans nos espressos tech, on démarre avec une rumeur persistante et intéressante. C'est pas une grosse affaire, mais je trouvais ça rigolo quand même comme concept et ça va dans le sens de ce qui s'en vient sans doute chez Apple. Il y a cette rumeur à propos des prochains AirPods Pro qui pourraient sortir, être mis en marché avec des caméras. Donc, vos oreilles pourraient contenir des yeux. Ça vous fait-tu une crampe quelque part dans le cerveau, ça? C'est la rumeur persistante sur les blogs spécialisés autour des produits Apple. Et vous savez, chez Apple, les rumeurs, il y en a une et il y en a une par 2-3 heures. Là. Donc, il y en a 4-5 par jour. Ça n'arrête pas, c'est ça que je veux dire. Et cette année, c'est une grosse année. Il y a beaucoup de produits qui vont être renouvelés dans les prochains mois. Et on se demande justement si les AirPods Pro ne pourraient pas servir d'un outil de surveillance spatiale. Vous savez comment Apple aime les expressions. D'ailleurs, à ce sujet, quand je parlais tantôt des iPhones pliables, vous savez que dans ce qui est accepté maintenant dans l'industrie du sans-fil, c'est de parler de fold et de flip. Donc, attendez-vous à ce qu'Apple appelle son iPhone flip complètement autre chose, juste parce qu'ils n'utilisent jamais le terme que l'industrie a adopté. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi le nom, mais ce serait possible que ce soit juste un iPhone Air 2, là, mais on verra bien où ils s'en vont. Écoute, je n'ose pas m'avancer sur le nom, mais je suis pas mal certain que ce sera ni Fold ni Flip parce que ce serait trop banal qu'Apple suive le courant. Et dans le cas des AirPods Pro, on pense en fait de capteurs infrarouges. Ce serait pas des caméras vidéo, ce qui serait complètement farfelu, mais de capteurs infrarouges qui seraient au courant de l'environnement de l'utilisateur des AirPods Pro. Il y aurait 2 bénéfices à ça. Le premier, c'est qu'on pourrait créer une interface tactile devant soi dans l'air, comme on le fait déjà avec le casque Vision Pro pour les 3 personnes au Canada qui en ont un. Et donc, il pourrait détecter les mouvements qui permettraient d'interagir dans les airs avec les AirPods pour ajouter le volume, changer les chansons, ces choses-là. Et là, vous vous dites, ben voyons donc, BMW l'a fait pendant des années dans sa voiture. On pouvait, dans les airs, devant le tableau de bord, faire des mouvements pour ça. Puis ça existe comme interface. C'est juste qu'il n'y a personne qui s'en sert parce que c'est hyper malcommode. Et là, est-ce qu'Apple a trouvé la solution? Je ne le sais pas. Mais ça serait intéressant pour ça. Et ce serait aussi une façon pour les AirPods de capter l'environnement immédiat, de savoir c'est quoi les dimensions de la pièce autour de nous pour ajuster le son en conséquence. Écoute, ça aussi, c'est faisable, mais ça reste quand même assez poussé comme concept. Je ne sais pas à quel point c'est sophistiqué et c'est technologiquement, je veux dire, abordable dans le sens où c'est comme un gros gadget que personne ne va vouloir utiliser ou est-ce que ça améliore vraiment l'interface, l'utilisation des écouteurs, c'est à suivre. Évidemment, pour Apple, ça permettrait aussi d'avancer dans la réalité augmentée sans se lancer complètement dans le créneau avec des lunettes ou quoi que ce soit. Parce qu'évidemment, on sait que l'autre rumeur persistante, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers ces fameuses lunettes, un peu comme les lunettes Meta Ray-Ban, là, qui pourrait être une prochaine interface chez Apple, parce qu'on veut pousser beaucoup de ce côté-là chez Apple aussi. Et on sent que Meta a un momentum dans ce créneau-là et que c'est un marché qui ne s'en va pas vers la disparition. Là. Il y a vraiment une demande. C'est un marché de niche. Mais quand même, Google est là-dedans, Meta est là-dedans. Donc, Apple voudrait peut-être aussi commencer tranquillement, étape par étape, avec des gadgets comme celui-là. Et effectivement, des AirPods Pro avec capteurs spatiaux. Ça soulève des questions sur quand tu portes une casquette, une tuque, quand tu les caches, quand tu as des cheveux longs. Clairement, on essaie des choses chez Apple et la rumeur veut qu'on essaierait ça bientôt. Donc, on verra bien où ça s'en va, mais la rumeur dit que ça pourrait être la prochaine génération d'AirPods Pro qui pourrait être équipée de ces capteurs. Imagine une technologie qui privilégie les chauves. Et ça, c'est malade, la tête nue. Ben, je veux dire, la natation, si t'as pas de cheveux, c'est pratique aussi. Allez savoir. Pas besoin de casque de bain. Ah, ouais. Purée. Hey, ça bouge chez Discord? Ben, c'est
tout à fait simple. C'est que j'ai surpris, surpris, pas une mauvaise surprise, mais j'ai vu que le fils de ma blonde qui utilisait Discord pour chatter avec ses amis, c'est un service qui est utilisé pour les gamers, entre autres, beaucoup, mais ça se démocratise beaucoup. C'est utilisé maintenant pour du support technique, pour des conversations dans beaucoup de blogs. Ils disent, hey, si vous voulez commenter, venez sur Discord. Je suis comme, OK. Ben oui, sur notre Discord. Sauf que sur Discord, il y a du contenu olé olé. Faut pas se le cacher. C'est toutes sortes de choses. Un forum, alors il peut avoir n'importe quoi, c'est un chat et tout. Discord va demander, et il semble que c'est déployé mondialement en ce moment, une preuve d'identité, un scan facial ou une pièce d'identité pour accéder au contenu pour adultes. Par défaut, à partir de maintenant, Discord, du moins dans les prochaines semaines, va offrir par défaut une expérience appropriée pour un adolescent. Et ça, c'est pas pire parce que tu dis, je veux utiliser Discord, j'ai pas envie de voir du contenu olé olé, graphique, violent, et ainsi de suite. J'ai du contenu de base. Si jamais j'ai besoin ou je veux voir du contenu plus adulte, plus mature, je montre une pièce d'identité. Évidemment, ça suscite une grosse controverse parce que Discord faisait affaire avec une compagnie qui gérait les identités, qui a eu une fuite de données, les données de 70 000 utilisateurs, pièces d'identité, numéro de téléphone, permis de conduire, passeport, je ne sais pas ce que les gens utilisaient. L'autre chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser aussi l'image par webcam de l'utilisateur. Encore une fois, controverse, on prend l'image, est-ce que ça va être conservé et tout? On assure que non, c'est supprimé dès que c'est analysé. Est-ce qu'un enfant qui a de l'air plus vieux que son âge, est-ce qu'on va demander à un frère plus vieux de s'identifier pour nous? Controverse là-dessus. Et ce que j'ai trouvé encore plus flyé, c'est que certains utilisateurs n'auront pas, puisqu'il y a des gens qui vont dire « moi, je ne l'ai pas eu, cette demande d'authentification-là », ils vont utiliser l'inférence, une analyse des activités de l'utilisateur, du comportement pour déterminer s'il est adulte ou non. Et ça en dit long sur ce que nos données disent sur nous. Je ne sais pas encore une fois quels critères sont utilisés, mais la façon dont on écrit, l'heure à laquelle on se connecte, la fréquence d'utilisation va aider, peut donner avec un bon niveau de certitude suffisant pour Discord pour dire que tu es un adulte. Et ça, c'est fou, parce qu'il y avait une expérience, à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, sur le web, en visitant 3-4 sites, il pouvait dire ton sexe, ton âge, il pouvait dire tes intérêts, et ainsi de suite. Et tu fais comme 3 sites. Je vais sur la page. Tous les gens... Je vais sur tel site. OK, tu as environ tel âge. C'est comme, wow, 3 sites, c'est suffisant. Tous les gens qui pensent que leur téléphone les écoute oublient à quel point il est facile de croiser des données pour avoir une idée très précise de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. Fait que, évidemment, quand tu es sur Discord, tes centres d'intérêt et ainsi de suite vont dire sur ton âge. Et ce qu'ils disent, cependant, c'est que les messages privés de Discord ne seront pas utilisés pour inférer, déterminer si tu es un adulte ou non. Bon. Alors, c'est amusant. Si jamais vous êtes sur Discord et qu'on vous demande votre pièce d'identité, c'est peut-être que l'inférence ne permet pas de déterminer que vous êtes un adulte et ça va peut-être être rassurant si vous avez des ados ou des jeunes qui utilisent Discord pour chatter avec leurs amis. Écoute, le fils de ma blonde est en train de faire des jeux vidéo avec Gemini. Il crée... Il demande à Gemini, peux-tu me créer un jeu vidéo? Puis avec des amis, ils travaillent ensemble, puis ils créent une espèce de jeu de... Là, je me dis, c'est capoté. Sur Amazon Web Services, AWS, dans leur conférence annuelle à la fin de l'année dernière, ils nous présentaient comment faire ça en 3 étapes. Simplement en rentrant 3 lignes de texte. « Hey, je veux un jeu vidéo qui fait ça, pouf. » T'arrivais au bout du compte, t'avais un petit jeu interactif léger, mais quand même sans code, c'est assez étonnant. À propos de l'identification et de l'exigence d'âge, dans Discord, c'est une tendance qui s'en vient très lourdement parce que en Europe et ailleurs, on exige de plus en plus d'identifier les gens pour leur âge pour aller à certains endroits, sur certains sites, dans certains contenus, et Discord le fait. Apple a une solution sur ses appareils qui s'en vient et Google aussi. Donc clairement, de plus en plus, cette notion de l'Internet librement accessible, anonyme et tout le kit est en train de plus en plus de prendre le bord au profit de plus en plus de choses comme ça qui permettent de s'identifier sans s'identifier. Là, évidemment, il y a toute une question de savoir à quel point on est identifié ou pas, mais c'est la tendance, c'est la direction dans laquelle on s'en va actuellement.
Pascal, j'ai une question pour toi. Qu'ont en commun Samuel Montembeault, Anthony Stolarz, Thatcher Demko, Dustin Wolfe, Adam Hill et Logan Thompson? À part que c'est du monde que tu connais pas. C'est du monde que je connais pas. J'imagine ils ont des noms d'acteurs. Ils ont des noms. Non, mais peut-être qu'ils sont sur Discord aussi, on le sait pas. c'est des adultes? Est-ce que je sais pas? Écoute, certains d'entre eux, Logan Thompson pour un, sont aux Jeux olympiques actuellement. Ce sont des gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Ce sont des gardiens de but de la LNH qui ont fait faire leur casque par des designers qui ont utilisé un iPad Pro avec l'application Procreate pour y arriver. Ça fait un petit bout de temps qu'on parle du créateur studio d'Apple et Apple, évidemment, veut pousser l'utilisation de son iPad Pro, surtout, dans le design professionnel. Et l'exemple qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont créé un partenariat avec la Ligue nationale de hockey qui s'appelle LNH by Apple, là, c'est comme une espèce de truc, évidemment en anglais, où quelques artistes du casque, n'est-ce pas, des gens qui s'appellent Jordan Bourgeau, Travis Michael, Dave Freed, entre autres, ont utilisé donc un iPad plutôt qu'un calepin, un bloc-notes traditionnel pour créer les casques de ces gardiens de but-là. Et le résultat est sur le site d'Apple. Écoute, c'est le fun parce que c'est du hockey, mais en même temps pas tant que ça. Mais on sait que les masques des gardiens de but, c'est quelque chose de très artistique, de très expressif pour les gardiens de but. Et je remarquais dans les derniers matchs canadiens avant la pause olympique, Montembeault avait un nouveau casque avec même la grille avait été redessinée pour ressembler à ce qui avait l'air de des... Au début, je pensais que c'était des espèces de cordons de lacets de bottines, mais finalement, c'est vraiment plus comme des espèces de serpents. Et c'est là où j'ai réalisé que son designer avait créé son casque sur un iPad et avait utilisé ce qu'on appelle le nom du casque, le masque Python. Python comme Python, comme le gros serpent. Donc, j'ai compris tout à coup que ça permettait d'éclater le design des casques. Et donc, on dit du côté d'Apple, évidemment que c'est magique et merveilleux, que c'est une façon d'accélérer le design. Et la seule affaire que je veux dire à propos de ceci, c'est que pour les gens qui aiment gribouiller sur leur tablette et qui veulent essayer quelque chose de plus concret, la version 3D des masques de gardien de but de la LNH se trouve sur le site d'apple.com et vous pouvez télécharger le modèle et dessiner sur ce casque-là dans l'application Procreate comme si vous étiez un designer professionnel. Donc, si vous rêvez un jour de devenir designer et vous aimez dessiner, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un moyen de le faire là sur une tablette sans vous casser trop la tête. Donc, l'aspect créatif de la chose est intéressant. Pour tout le reste, c'est une campagne de marketing, évidemment, qui vous dit que « Hey, l'iPad Pro existe », vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi ne pas l'utiliser, mais c'est quand même une belle démonstration de créativité, je vais le dire comme ça. Ben oui, parce que pour l'aspect créatif, j'aime ça. Mais moi, ce que je me demande, c'est l'aspect psychologique. Est-ce que les masques vont je sais pas moi, dissuader les joueurs de lancer des buts, ou est-ce que ça va affecter la performance des gardiens? On sait que les gardiens... Moi, je pense que c'est plus le reste de l'équipement qui les jambières, entre autres, qui sont de plus en plus massives et qui peuvent être colorées de bien des façons, peuvent avoir, à mon avis, de plus grands effets. Il y a eu, dans le hockey de la NCAA aux États-Unis, là, le hockey collégial universitaire aux États-Unis, il y a eu une partie jouée à l'extérieur. Il y a eu une série de matchs extérieurs dans les dernières semaines avant les Olympiques. Et il y avait quelques gardiens de but dont le stock au complet avait été refait pour... écoute, on dirait des joueurs du futur. C'était vraiment extrêmement bien fait. Mais le masque joue un rôle très mineur là-dedans. Mais le concept le design de l'équipement du gardien de but de hockey est quand même quelque chose qui est, à mon avis, actuellement sous-exploité et qui de plus en plus va l'être, je pense, dans le cadre d'événements spéciaux au minimum. Le fait que les joueurs, quand ils visent ou quand ils visent le but avec je sais pas comment l'expliquer, là, mais quand ils visent dans le but, si tu as un joueur puis que le gardien a un masque d'une couleur qui te distrait, une couleur qui... je me demande si ça affecte pas... il y a un moment donné où le casque, je sais pas, mais encore les jambières de Carey Price étaient blanches et semble-t-il que ça visait justement à leurrer les attaquants adverses parce qu'ils tiraient dans le blanc. Tu dis, le gardien est massif, il est jaune, brun, noir, peu importe. Donc, je vais tirer là où en vision périphérique, où je vois de l'espace de dégagement dans le filet. Donc, d'avoir des pads de la couleur ou un équipement de la couleur du filet, je pense que il y a peut-être quelque chose à étudier, effectivement. Puis je me demande aussi pour la vision du gardien, s'il y a des motifs dans sa grille, ça peut aussi changer sa perception. Je trouve ça très, très, très curieux, l'impact sur la performance de changer le look du casque. Petite nouvelle, Alain. Le bloc-notes Windows. Je sais pas, moi je l'utilise régulièrement. Qui existe encore? Oui, parce que Microsoft a abandonné WordPad. Il y avait une application qui permettait d'ouvrir des documents Word sans avoir Word. Très légère, oui.
Ils ont maintenant le bloc-notes Windows qui a pris plus de fonctionnalités. Au lieu d'être seulement un éditeur de texte de base, on peut maintenant ouvrir des textes et de faire du Markdown. Je ne sais pas si tu utilises le Markdown. Moi, je m'en sers pour mon journal intime. C'est niaiseux. Okay. Le Markdown permet, sans avoir de faire des mises en forme dans ton texte, de mettre des puces, de mettre du caractère gras, de l'italique. Pour hiérarchiser le texte. Là, exactement, sans avoir besoin d'aller dans une interface. Tu fais juste mettre, par exemple, dièse, dièse, ça fait un titre, astérisque, astérisque, bam, ça fait de l'italique ou du gras. Sauf qu'il y a une petite faille de sécurité en ajoutant ces fonctionnalités-là au bloc-notes Windows. Un lien dans un fichier Markdown pouvait démarrer un fichier exécutable. Et un fichier exécutable pouvait installer du code malicieux, et ainsi de suite. C'était corrigé, mais ça rappelle aux gens, n'oubliez pas que mettre à jour votre ordinateur régulièrement quand on vous le propose, c'est une excellente façon. C'est de l'hygiène numérique, c'est essentiel. Oui, et au point. Ça fait que de garder son antivirus à jour, l'antivirus intégré à Microsoft, intégré à son ordinateur Mac, ça fait que ça vous rend beaucoup moins susceptible aux cochoncetés dans votre ordinateur sans payer plus. Oui, ça c'est important de le dire aussi. Il y a quelque chose, parlant de payer plus, bien sûr, qui s'en vient dans 2 semaines. C'est l'événement Galaxy Unpacked de Samsung. Les détails ont pas mal tous fuité. Là, on est pas mal, même officiellement, été révélé par Samsung. Il y a un événement, donc, Galaxy Unpacked, le 25 février prochain. N'ayez crainte, une tasse de texte sera sur place. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de là ou après ça, ou je ne sais trop. S'il y a un deuxième billet, je le prends, hein. Écoute, on va voir avec les gens de Samsung, mais c'est le lancement donc de la nouvelle génération du Galaxy S, le Galaxy S26, qui devrait être offert en 3 saveurs, S26, S26 Plus et S26 Ultra. De mémoire, je pense que le Plus n'était pas vendu au Canada dans les versions précédentes du Galaxy S. Donc, on avait juste le de base et l'Ultra. Je ne sais pas si cette année, ça va changer. Ce sera diffusé de toute façon en direct sur Samsung.com et sur la chaîne YouTube de Samsung si vous êtes intéressé à suivre ça en direct. Déjà, aux États-Unis, on a lancé la pré-réservation. Ça commence à être pas mal d'étapes avant que ce soit mis en marché, là, mais la pré-réservation du Galaxy S26, on offre un crédit de 30 $ américains et il y a un tirage si vous voulez précommander un téléphone et vous pouvez peut-être gagner une carte cadeau de 5 000 $ américains pour acheter d'autres gadgets chez Samsung. Évidemment, on veut marquer le coup là chez Samsung avec ce téléphone-là. On a un petit peu parlé du S26 Ultra dans les dernières semaines, qui serait une version plus comment on dit harmonisée, peut-être avec le reste de la gamme, j'allais dire streamliné, mais qui ressemble plus aux autres téléphones S26, avec un écran de 6,9 pouces. Bon, évidemment, ce serait fiche technique, vous le savez, c'est facile à prédire. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour la puce principale. Caméra avec capteur de 200 mégapixels comme la précédente. Peut-être amélioré, on ne le sait pas. Téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique de 3.5 X, de 3 fois et demi. Ce qui serait le fun, c'est de voir, parce qu'on dit que on devrait ajouter à Bixby, à l'IA intégrée et à Gemini, qui est l'IA de Google et d'Android par défaut, Perplexity, qui est de plus en plus en train de s'installer comme l'espèce d'IA de recherche plus efficace dans cet écosystème d'IA-là. Ce que je comprends, c'est que Samsung et Anthropic ne s'entendent pas, parce qu'on aurait pu aussi dire, on a mis Claude, pourquoi pas? Oui. Ou une version ou l'autre de l'IA d'Anthropic, mais on ne le fait pas. Donc, on verra bien où ça nous mène, mais donc, si vous avez accès, vous êtes aux États-Unis, vous l'avez précommandé, surtout la grosse nouvelle, là, c'est l'achat avec le crédit. Et évidemment, le rabais, si vous retournez un vieux Galaxy S, ils reprennent et vous donnent des sous. Donc, ce sera à suivre, ce lancement-là. On sera là, mais au moins, on commence à voir la forme de l'appareil déjà se dessiner sur le réseau. Il y a beaucoup de fuites sur Internet. J'ai bien hâte. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le Privacy Display, qui serait un écran avec la technologie Flex Magic Pixel, qui permettrait de limiter la vue aux gens qui sont à côté de toi. Tu pourrais consulter ton téléphone, regarder du contenu privé. J'allais dire inapproprié du contenu. Hey, ça peut être un classeur Excel. Ben oui, on ne sait pas. Très curieux comment ça va fonctionner, si ça va fonctionner bien, si ça va être utilisé pour vrai dans la vie. C'est pas quelque chose qui va être abandonné dans les prochaines versions. Ouais, à suivre. Hey, scandale cette semaine. La publicité s'en vient à ChatGPT. Là, on a parlé beaucoup des gens qui quittent OpenAI parce ils trouvent que on s'en va vers où Facebook est allé et c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? L'enshittification de ChatGPT, qui est quand même c'est comme le Kleenex de l'intelligence artificielle. On commence à se familiariser avec
Copilot. Ou le frigidaire, ben oui. C'est ça, mais là, ChatGPT, c'est pas mal le terme générique pour intelligence artificielle. On teste des publicités, c'est officiel, on essaie ça pour la version gratuite. Le but, c'est de permettre un accès plus grand à la version gratuite de ChatGPT. Ceux qui paient n'auront pas les publicités pour l'instant. Pour l'instant, c'est testé aux États-Unis. Ce que je trouve flayé, c'est que quand tu regardes... il y a aussi, il n'y a pas de pub. Tu peux demander de ne pas avoir de pub, mais tu vas avoir moins d'échanges gratuits avec ChatGPT par jour. Fait que tu vas dire, moi, je veux pas de pub, mais on va te permettre, on va limiter ton utilisation gratuite de ChatGPT et on n'aura pas non plus de publicité si l'utilisateur est considéré mineur. Et là, on revient sur le thème de ce que l'intelligence artificielle sait sur nous, qu'elle puisse détecter, considérer que tu es mineur. Donc, on ne te présente pas de publicité. C'est très, très, très flayé, très terrifiant aussi. Il va falloir l'essayer, ça. Est-ce que c'est de la publicité pertinente ou si c'est, tu sais, tu parles de, mettons, voiture, puis il te dit, hey, en passant, tu peux te rendre jusqu'au McDonald's prendre un hamburger, ou si c'est... Ce que je comprends, c'est que c'est de l'information qui est générique. Donc, dans la catégorie, si tu demandes une recette, on pourrait te proposer quelque chose, une publicité d'une épicerie. On pourrait te proposer une publicité de restaurant. Genre, je cherche une recette. Hey, pourquoi tu commandes pas sur Uber Eats, je sais pas. Ça serait ce genre-là. Donc, encore une fois, on dit non, on n'analyse pas ce que tu nous demandes trop précisément. Pas d'informations personnelles. Comme fois, c'est ce qu'on dit. OpenAI, dans les petits caractères de l'annonce, on dit que ça teste la publicité pour un apprentissage. Et là, on dit que ça n'affecte pas les réponses. Donc, les réponses que ça donne ne sont pas affectées par les publicités. Contrairement à ce qu'on pourrait craindre, les réponses n'intégreront pas de publicité. Ils vont pas dire, hey, voici une recette de soupe et en passant, tu pourrais aussi simplement commander sur Uber Eats. C'est pas ça. Ça va être une publicité dans une case distincte. Mais l'idée de l'apprentissage, c'est assez terrifiant. C'est une compagnie d'intelligence artificielle. Ils vont apprendre sur quoi les gens cliquent. Qu'est-ce qui attire l'attention? Qu'est-ce qui fait que tu es stimulé? Qu'est-ce que tu fais que après tu vas aller acheter quelque chose ou que tu vas suivre l'invitation de la publicité ou que tu vas être curieux par rapport à la publicité? Et ça, c'est assez flayé qu'une compagnie d'intelligence artificielle s'attaque à... On va apprendre. Qu'est-ce qui vous fait cliquer? Et la publicité ciblée va probablement se trouver encore plus sournoise au cours des prochains mois, prochaines années. Écoute, les gens n'attribuent aucune valeur à leurs données, mais ne veulent pas payer pour des services. Donc, il y a clairement là... en pensant que nos données ne sont pas un outil de paiement. Oui, c'est clair. On paie sur Netflix, là, après ça, on paie sur Netflix, et là, ça nous prend tout. Fait que là, les gens sont rendus à payer trop cher. Là, ça se met à pirater, mais là encore, c'est pire. Parce que là, les petites boîtes magiques qui permettent d'avoir tous les réseaux, tous les films, c'est des pirates qui ont ça. Les gens s'en sortent pas, mais ils payent moins cher. Faut pas payer. Ben oui. Ils veulent pas payer ou pas payer, mais c'est des données qui sont utilisées. Puis les gens se disent, mais pourquoi on vole mon identité? Et pourquoi on sait tout ce que je fais? Parlant de ce qu'on sait sur ce que vous faites, on va parler un peu de TikTok parce qu'il y a quelque chose de très inquiétant. Et là, je sonne comme un grand-père parce que les jeunes, c'est comme s'il y avait une barrière dans leur cerveau où ils ne pouvaient pas considérer que TikTok, c'est mal. Mais TikTok, c'est un peu inquiétant ce qui se passe en termes de gestion des données parce que TikTok vous surveille même si vous n'êtes pas sur TikTok, même si vous n'êtes pas abonné, même si vous n'avez pas l'application sur votre téléphone. Et ça, c'est ce que la BBC a découvert et ce que les médias spécialisés américains ont repris au courant des derniers jours. TikTok surveille les utilisateurs et les personnes qui n'ont ni de compte ni d'application installée sur leur téléphone. Il y a deux façons d'y arriver, deux outils qui existent déjà de façon générale sur l'Internet, mais que les gens de TikTok ont évidemment spécialisé pour leurs propres besoins. Ils déposent TikTok dans leur contenu qu'ils mettent sur la publicité, sur les régies publicitaires, un peu partout sur les sites web d'Internet, un pixel, le même processus qu'utilise Google pour tracer ses analytiques, des choses comme ça sur les sites web, la même chose qu'utilise Facebook sur sa propre régie et Amazon sur sa propre régie pour pister les internautes. Où est-ce que vous allez, où vous visitez, et ça va jusqu'à considérer ce que vous achetez sur les sites de transactionnels, sur ce que vous écrivez dans vos courriels. Et dans le cas du pixel de TikTok, il récolte aussi des données sensibles comme l'information sur vos recherches en santé. L'exemple qu'on donnait de la BBC, c'est qu'on dit si vous faites de la recherche pour des produits ou des outils pour réduire les risques de cancer ou pour augmenter la fertilité ou des choses comme ça,
TikTok peut aller jusqu'à savoir ce genre de choses-là. Et je répète, même si vous n'êtes pas client utilisateur de TikTok. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, on peut même, chez TikTok, utiliser des outils déjà existants en ligne, couramment accessibles, pour vous identifier. Peut-être qu'on va pas mettre le nom exact sur votre profil, mais on bâtit des profils. C'est une technique qui s'appelle le fingerprinting. On combine des informations qui semblent banales au premier coup d'œil, notamment le niveau de batterie de votre téléphone, le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, la résolution d'écran, votre système d'exploitation. Et quand je disais tantôt, ça prend juste 3 données pour croiser de l'information qui vous identifie. On utilise tout ça pour créer un identifiant unique pour chaque internaute, pour chaque personne pistée par le réseau de TikTok. Et ça se fait, et c'est très fonctionnel. Et le bug, c'est que tout ça se fait à l'insu des propriétaires de sites web, des régies publicitaires, tout ça. Donc, ces gens-là ne savent pas qu'ils vous pistent au profit de TikTok et donc ne peuvent pas vous avertir d'avance. « Hey, j'ai un pixel TikTok, ne viens pas chez moi si ça t'agace. » Donc, tout ça se fait sans le consentement des visiteurs. Donc, c'est extrêmement problématique pour plein de raisons, notamment parce qu'il y a une loi qui s'en vient au Québec, la loi 25, qui devrait interdire ce genre de pratique-là. Et là, vous dites, bon, ben c'est correct, je vais juste comme arrêter de suivre TikTok. Mais non, parce que tout ça se fait sans lien avec l'application mobile, sans lien avec un accès au site web de TikTok. Et ça se passe 100% sur les serveurs de ByteDance de TikTok. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut, d'ici, on peut effacer. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, il existe des moyens de se prémunir de ce pistage-là, de ce traçage-là, tout simplement en utilisant un navigateur qui brouille les pistes. DuckDuckGo est un bel exemple. Ils ont évidemment un moteur de recherche, mais ils ont aussi un navigateur mobile sur les différentes plateformes. Je pense aussi sur desktop, mais je suis pas entièrement certain. Mais sur desktop, il y a Firefox, il y a Brave qui existent aussi, qui sont des navigateurs qui utilisent entre autres un VPN pour brouiller vos pistes. Et il existe aussi des bloqueurs de traceurs publicitaires. Ghostery, Disconnect, ce sont des exemples. Et ça vous permet de vous anonymiser un brin. Et vous pouvez aussi, évidemment, sur votre téléphone, sur mobile, bien sûr, et sur les appareils, notamment sur les produits d'Apple, là, mais aussi sur Android, demander au système de votre appareil de limiter le suivi publicitaire que font les applications et les sites web quand vous êtes sur cet appareil-là et que vous êtes sur Internet. Donc, il y a un problème grave là, mais il y a aussi une piste de solution, ce qui est déjà rassurant, mais cette attitude qu'ont les gens derrière TikTok, c'est pernicieux, là. C'est vraiment la donnée à tout prix, là. On devrait s'interroger sur pourquoi on a besoin à ce point-là de collecter la donnée des gens, même ceux qui n'utilisent pas le réseau. Il y a des bonnes questions à se poser là-dessus. On te cible, on te vise. Mm-hmm. Sur ce, c'est la fin un peu inquiétante, mais néanmoins bref, là, des espressos de tech de cette semaine. On va prendre une petite pause. On va retracer nos traceurs, n'est-ce pas, nos gadgets de la semaine. Et on va vous en parler tout de suite après ceci à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et nous voilà de retour à Une tasse de tech pour nos gadgets de la semaine. Très petit gadget cette semaine, quelque chose de... je vais pas dire de léger, facile, parce que c'est quelque chose que je pense bien des gens utilisent et qui est très rassurant pour les gens, surtout qui se déplacent beaucoup. Je voulais parler du AirTags version 2.0 d'Apple qui a été lancé la semaine dernière. Mm-hmm. Mais toi, t'en as un autre aussi qui est pas mal cool, si j'ai bien compris. Si tu veux, on peut commencer par les AirTags. C'est un traceur que j'ai vu au CES, une compagnie qui s'appelle Rolling Square, qui est qui s'appelle le AirNotch Pro. Ça coûte environ 55$, mais c'est un modèle qui se veut costaud. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous le voyez attaché à mon porte-clés en ce moment. J'ai aussi un petit chip traceur Chipolo qui a un petit crochet pour son porte-clés. Le AirNotch Pro de Rolling Square a aussi un crochet, est en aluminium solide. Il y a des petites touches de lumière qui brillent dans le noir. Fait que parfois, si tu l'éclaires, le soir, tu vas le voir parce qu'il brille légèrement. Phosphorescent, là. Ouais, pas nécessairement une DEL. Pas nécessairement une DEL, c'est juste un éclairage qui brille dans un petit ton. Un enduit, voilà. Il y a 2 piles dedans. 2 piles CR 2032. Crochet pour porte-clés, je l'ai mentionné. Il y a 2 haut-parleurs, un devant, un derrière. Fait que peu importe comment on le pose, c'est encore plus puissant. On peut remplacer les piles, évidemment. Ce que je trouve flyé, c'est qu'il est compatible avec Find My et Find Hub d'Android. On peut le rendre compatible avec un iPhone ou avec un téléphone Android. Fait que chez moi, on change de téléphone, on change d'appareil, on change d'environnement. On peut continuer de l'utiliser. Il n'y a pas d'ultra wideband.
Et un truc que je trouve flyé, il est en aluminium, il y a un petit fermoir derrière, il se veut très robuste, résistant à l'eau et tout. Le fermoir demande un outil pour l'ouvrir, et malgré tout, même si j'ai utilisé l'anneau qui est suggéré pour ouvrir, j'ai abîmé le fermoir. Okay. C'est pas dans le design, ça. Ouais. L'aluminium, quand tu l'abîmes, ça marque. Et malgré tout, j'en ai utilisé 2. Le premier qu'on m'a envoyé ne fonctionnait pas. Ça, encore une fois, c'est un truc qui est louche. Tu veux que ça fonctionne du premier coup. Et en ouvrant, même si j'ai fait attention, j'ai un peu abîmé, ce qui enlève l'esthétique robuste et tout-terrain du, je le répète, AirNotch Pro à $57. Si jamais vous voulez une alternative aux AirTags, si vous avez un téléphone Android, entre autres, c'est aussi compatible avec les téléphones d'Apple. Merci, Pascal. T'as échappé ton AirTag. Heureusement. Je viens de trouver un défaut. Ben oui, clairement, un inconvénient, ça s'échappe bien. En fait, c'est ça complète ce que tu dis. J'ai reçu d'Apple un AirTag de nouvelle génération. Ils ont présenté ça il y a quelques semaines et il change pas grand-chose. On change pas grand-chose à la formule, mais il est plus bruyant et plus facile à trouver, plus précis dans la recherche qu'on peut faire de l'appareil. Un traceur, c'est un traceur. Vous savez comment ça fonctionne? C'est qu'on peut ensuite, une fois qu'on l'a paramétré sur son compte d'utilisateur, quel qu'il soit, on le met dans un sac, on l'accroche sur ses clés, moi j'en ai un dans mon sac à vélo, et ça nous permet de retrouver des objets. Cette notion de traceur a été éclatée dans les dernières années pour inclure, c'est des plateformes maintenant où tout le monde se chamaille, mais Apple et Google veulent évidemment avoir la part du gâteau, parce que ça permet évidemment d'attirer les gens vers leurs écosystèmes. Dans le cas du AirTag, il est pas mal limité à l'écosystème d'Apple. Je pensais qu'il était compatible avec aussi, qui pouvait être retracé par le Google Find My, l'outil de localisation de Google, mais non, c'est strictement du côté de l'application localisée d'Apple. On tire la petite languette en plastique quand on le reçoit et on le jumelle à son compte Apple, et à partir de là, il fonctionne éternellement. Évidemment, à condition de changer la batterie de temps en temps. Il est $40. On peut acheter un paquet de 4 à $130. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un rabais ces jours-ci de, je pense, 20 ou 30% sur le paquet de 4. Donc, ça revient quand même un peu moins cher. C'est la première mise à jour de cet AirTag-là depuis que ça a été lancé la première fois en 2021. Donc, on a vraiment comme vu ce qui se faisait avec. On a voulu un petit peu améliorer les défauts et on est rendu avec cette génération-là qui est physiquement inchangée. Si vous avez des accessoires, ils fonctionnent avec ce nouveau traceur-là, en fait, sans aucun effort. En fait, le problème avec le traceur, c'est qu'il est dépouillé quand on l'achète. Fait que ça prend vraiment un accessoire. Sinon, on le glisse dans un sac, puis il se promène, puis là, il graphine. Si vous le mettez dans votre sac à main avec vos clés, des choses comme ça devient super rapidement graphiné. C'est un peu embêtant. Donc, peut-être acheter un accessoire, mais des choses comme celui-ci, là, pour un porte-clés compatible, bien sûr. Écoute, ça commence à $3. C'est pas une grosse dépense, mais il faut quand même l'acheter à côté. Donc, c'est un peu agaçant, peut-être. Mais c'est compatible. Il y a une pile dedans, c'est une pile de montre, une pile bouton qui est remplaçable. On dit que ça dure environ 1 an. 1 an, évidemment, dans des conditions de la Californie, donc sans hiver. OK, mais si vous le mettez dehors et vous le laissez dans votre... Moi, j'en laisse ça sur mon vélo et ça n'a pas duré 1 an. Probablement que le froid n'a pas aidé. Donc, il faut y penser, parce qu'on reçoit une petite alerte sur son téléphone. « Hey, ton traceur n'est plus dans top shape. » Et là, il faut vraiment changer la batterie, sinon on en perd l'utilisation et ça devient un peu inutile d'avoir ça qui traîne. On a raffiné la précision de la traçabilité de l'appareil grâce à une nouvelle puce à bande ultra large de Ultra Wideband UWB, qui est en fait la même puce qu'on trouve dans les plus récents iPhone et Apple Watch. On a amélioré la précision et la rapidité de localisation. On dit que c'est une fois et demie plus rapide qu'avant de retracer ces appareils et les AirTags qui sont attachés dessus, évidemment, grâce à cette nouvelle puce-là. Et on a aussi revu le petit haut-parleur intégré qui est 50% plus puissant, ce qui fait qu'on peut l'entendre plus facilement, même si on glisse l'AirTag dans un sac, en dessous d'un coussin, dans le divan du salon et ainsi de suite. Ce qui est toujours très apprécié, parce que des fois, quand ils sont cachés, inaudibles, même si on cherche son téléphone et qu'on l'oublie dans une craque du divan, c'est pas comment la retrouver. Donc ça aide beaucoup. Évidemment, la nouveauté, c'est que si vous êtes un adepte des produits d'Apple et que vous avez un téléphone, mais aussi un Apple Watch, on peut le trouver avec son Apple Watch directement, avec les flèches à l'écran, mais aussi une proximité haptique, c'est-à-dire qu'il y a une rétroaction qui fait que plus vous approchez avec votre montre, plus qu'elle vous donne des petits coups là, accélérés. Je sais pas comment le dire, je suis désolé, j'ai oublié un peu les mots de cette phrase-là, mais bref,
permettre d'y aller sans nécessairement regarder l'écran. Vous pouvez y aller au feeling, à la sensation, puis vous rendre jusqu'à votre appareil, quel qu'il soit. Donc, ça, c'est quand même assez bien. Et évidemment, comme c'est un appareil Apple, si vous avez une famille de compte Apple dans un groupe de famille, vous pouvez partager la localisation du traceur à travers ça, ce qui était déjà possible dans une mise à jour des AirTags de première génération, mais on a un petit peu simplifié le processus pour cet AirTag-là. Donc, vous pouvez partager pour dire « Hey, prends mes clés, elles sont là. » Puis là, tu envoies le lien vers le traceur et ça marche. C'est une belle petite évolution. C'est un marché, j'ai été un peu surpris quand Apple a annoncé la révision de ce produit-là, parce que ça ne m'apparaissait pas comme un marché très, très gros. Et il y a surtout de plus en plus beaucoup d'accessoires qui ne sont ni ceux de Google ni ceux d'Apple, qui sont compatibles avec les deux plateformes, au point où je me disais que je ne vois pas l'intérêt de ces deux entreprises-là d'être directement impliquées dans la fabrication de ces gadgets-là. Mais bon, semble-t-il que ça fonctionne et peut-être qu'on met la table pour d'autres choses aussi chez Apple prochainement, mais on a comme au moins renouvelé ce gadget-là, qui fait que si vous avez besoin là, d'un nouveau traceur et que vous avez un iPhone, c'est une option considérée. Si vous voulez ne pas vous enfermer dans la fameuse prison dorée, il existe des options universelles qui sont comparables. Donc, on vous suggère de considérer, de comparer avant d'acheter, bien sûr. Voilà. Sur cette bonne note, je vais laisser Pascal nous parler de son autre truc, mais en enlevant la sourdine sur son micro pour qu'on puisse l'entendre. Là, je suis en train de dire que ça vaut la peine de se familiariser avec l'application de localisation. C'est toujours pratique. Si jamais quelqu'un, hey, j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mon appareil. Puis il n'y a pas que des traceurs qui peuvent être suivis. Il y a maintenant des accessoires comme des écouteurs. Ben oui, ben c'est ça. Des portefeuilles, littéralement. Ben oui. Là, tu oublies ton écouteur dans ton sac. Tu peux retrouver ton sac parce qu'il y a tes écouteurs dedans. S'ils font partie du réseau localisé d'Android ou d'Apple, il faut juste je vais mettre une nuance là-dessus. C'est généralement l'étui des écouteurs qui est traçable, pas les écouteurs à eux-mêmes. Ça, c'est généralement embêtant parce que souvent, on l'échappe, les deux écouteurs, ils tombent, pouf, on en retrouve juste un, et ça, c'est pas retraçable. Et voilà. Et en terminant, un petit truc qui a accroché mon œil au CES, j'aime ça me promener, j'aime ça explorer les kiosques un peu low-tech, disons ça. Il y a une compagnie qui s'appelle... ça, c'est Overpen. Overpen, c'est un crayon. Et là, ceux qui nous regardent sur la webcam, ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est un stylo qui semble flotter avec des aimants posés sur sa pointe. Il pointe avec un angle qui est léger. Et encore une fois, c'est assez subtil. Là, si je bouge un peu, ça tombe. Mais le crayon est à un angle qui permet de le saisir facilement sans toucher à rien. Il vient de tomber encore. Et de l'échapper si vous le tenez dans les airs. À balloter. Mais sur un bureau, c'est super élégant. Le crayon est à un angle, encore une fois, très adapté pour le prendre une note, quelque chose. Le stylo papier, c'est encore très pratique, même si on utilise une tablette électronique pour écrire. Ce que je trouve drôle, c'est quand on enlève le crayon, on peut pas écrire immédiatement. Il faut enlever le petit capuchon magnétique. Donc, c'est vraiment pas un gros obstacle. Mais comme le crayon lévite, comme le crayon flotte, ça aurait été assez magique qu'on puisse décoller le crayon et tout de suite écrire directement. C'est un crayon de type rollerball. On peut remplacer la recharge si on veut, si on manque d'encre. C'est une recharge de type standard. Il y a des couleurs qui évoquent l'espace. J'aime ça. Le bleu Neptune, le rouge Mars, si on le désire. J'ai pris le modèle Overpen, le modèle Interstellar, qui est pour moi avec un beau design, mais il y a un modèle Future qui a un effet, le crayon est presque à l'horizontale, comme un vaisseau spatial. Donc, ceux qui veulent un effet de crayon qui semble flotter... Qui défie la gravité, ben oui. Dans l'espace, ce serait le modèle. C'est 130 $ environ. Le modèle Future, qui est un peu plus cher, est aussi offert en version plume fontaine. Ça m'intéresse. C'est nice, mais ceux qui sont gauchers, les plumes fontaines, je sais pas ce... Moi, je rêvais de plumes fontaines. Quand t'es gaucher, c'est pas super parce que tu pousses sur la plume. Et d'ailleurs, un truc comme ça, c'est vraiment un détail nono, mais le Overpen 2... la façon de sortir le crayon est pensée pour les droitiers. C'est une espèce de petit support magnétique en C. Et le C fait que les droitiers peuvent sortir le crayon directement. Ceux qui sont gauchers doivent soulever le crayon. Scandale. Ah non.
pour l'enlever. Ouais, mais quand même. Sur mon bureau, c'est un peu moins joli. C'est un élément de design auquel on n'a pas pensé. Là. C'est un peu le C est opposé à moi. Là, je le mets de côté. Parce qu'on aurait pu faire une ouverture des deux côtés, en fait. Exactement, mais là, les aimants, ce serait plus délicat. Ou de pouvoir inverser peut-être avec un quart de tour. Ah, ben oui, tu le défais, tu le flippes. Petit détail tout bête mais c'est très joli, très élégant, puis c'est offert dans une belle boîte cadeau. Ceux qui n'aiment pas le suremballage, mais ceux qui veulent offrir un cadeau pour un finissant, un étudiant, quelqu'un qui aime l'espace, c'est un beau cadeau et une recharge et inclute dedans. Inclute, wow! J'allais dire, ça va bien paraître sur votre bureau de vice-président, mais là, je suis pas sûr, dit comme ça, si ça cadre avec le niveau de langage. Ça me fait beaucoup rire, Alain, et je sais que c'est une faute de français. Je voulais voir oui, on rigole. Oui, j'écoutais, j'ai auditionné ça. Même là, tu vois, je peux pas le dire parce que c'est pas un bon terme. On s'en sort pas, Alain. Exact. Merci Pascal. Ça conclut l'épisode de cette semaine. Nous espérons bien sûr que vous avez été dûment divertis et pleinement informés. On vous promet qu'on ne vous piste pas, qu'on ne vous suit pas nulle part, qu'on n'a aucune idée de ce dont vous parlez quand vous avez un téléphone dans votre poche. Mais à l'inverse, on espère que vous nous avez écoutés avec plaisir et que vous nous écouterez à l'avenir et que vous pourrez aussi vous abonner à notre plateforme, à notre balado sur la plateforme de votre choix, je devrais dire, parce qu'on a non seulement cet épisode-ci et les épisodes à venir, mais on a toute une série d'archives. Quand on est rendu à 11 saisons, clairement, c'est parce qu'on a fait du stock en masse et il y en a beaucoup de bons stocks en plus. Donc, allez voir ça. On remercie nos partenaires TELUS et Plan Hub qui nous soutiennent et permettent à cette balado d'être l'excellence qu'elle est de plus en plus. On remercie les gens de Cogeco Média pour la mise en onde, le découpage avec des ciseaux virtuels autour des clips vidéo en bobine artificielle inventée dans les airs éthérés. Je sais pas vrai. C'est tout du numérique, on le sait. Mais on les remercie quand même. Pascal, pascalforget.com, ton site web sur lequel on peut lire ceci et davantage, n'est-ce pas? Donc, allez voir ça, les amis. Vous pouvez me lire dans la presse. Vous pouvez aller sur le balado, juste en haut à gauche, ici, sur le site web de votre station Cogeco préférée pour voir Ça tient la route. On a parlé de robots humanoïdes cette semaine et de leur rôle dans non seulement l'industrie automobile, mais dans le remplacement de travailleurs d'usines, d'entrepôts et d'autres genres de travailleurs pour un futur proche avec des experts québécois en robotique. Comme quoi qu'on peut parler de charme, on peut parler de choses aussi qui sont un petit peu au-delà de l'automobile. Et des fois, on se croise dans nos sujets comme ça. Donc, vous pouvez aussi aller écouter ce balado. Sinon, nous, on se dit au revoir, prenez soin de vous. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.